Bonjour et bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Perrine Corvézier, nous dirigeons HLX ou Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com, humanlx.com. On n'écrit jamais uniquement pour soi. Hein. Je pense qu'il y a les deux. Oui. Je dirais ça, le signe du succès, c'est quand ça circule. Quoi. Quand il y a des réactions, de l'écho, de la part évidemment des journalistes, des médias, mais aussi du lectorat. Et pareil, prof, un signe de succès, c'est quand nos élèves ont des bons résultats aux examens, au concours, mais aussi quand humainement, voilà, il y a des signes, on reçoit des signes, voilà, qu'il y a du dialogue. Alors c'est pas uniquement monsieur, on vous aime bien, c'est voilà, des échanges dans la classe, à côté de la classe. Aymeric Patricot est professeur de littérature et de culture générale. Il est aussi écrivain. Il a publié entre autres Les Petits Blancs en 2013, qui donne aujourd'hui un éclairage particulier à la crise des Gilets jaunes. Et tout récemment, Les Bons Profs, qui est à la fois un récit personnel et une analyse sans complaisance de ce métier. Dans cet épisode, Aymeric raconte comment il s'est mis au boulot à 25 ans pour faire de l'écriture son métier, ou plutôt l'un de ses métiers, lui qui dès l'enfance adorait écrire. Il aime à relever les points communs de ces deux activités, comme la nécessité de trouver de l'écho dans son public, et aussi ce qui les différencie. Quand on est prof, c'est pour la vie, alors que rien n'est jamais acquis dans le métier d'écrivain. Vous entendrez cet ancien bon élève, comme il se décrit lui-même, parler de régularité dans le travail, et aussi de persévérance, d'endurance, d'humour, et de cette patience du prof qu'il associe à une forme de gentillesse. J'ai été touchée par son humilité, par l'énergie qui se dégage de son propos et par la lucidité avec laquelle il dépeint les facettes de ces deux métiers. Peut-être que, comme moi, vous vous direz à la fin de l'épisode que vous auriez aimé avoir Aymeric comme professeur. Alors, comme moi, vous vous jetterez sur Les Bons Profs, son dernier livre, que vous dévorerez tant son écriture est à la fois fluide, précise et éclairante sur ce métier bien singulier. Bonne écoute. Bonjour Aymeric. Bonjour Amélie. Merci d'accepter de répondre à mes questions. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier ou tes métiers, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Effectivement, alors juste pour placer un peu le contexte, moi j'ai commencé par faire HEC, donc une grande école de commerce, mais j'ai assez vite bifurqué après l'école pour repasser l'agrégation de lettres, et je suis aujourd'hui professeur. Donc j'enseigne la littérature et surtout la culture générale en école préparatoire, après être passé par collège, lycée et disons la plupart des formations disponibles aujourd'hui. Mais ma deuxième casquette, c'est celle d'écrivain, c'est-à-dire que j'ai toujours eu envie d'écrire des livres, et ça fait quelques années maintenant que je publie à la fois des romans et des essais. Donc voilà mes deux activités, enseignant et écrivain, sachant que le métier d'enseignant, je l'ai aussi choisi pour me permettre d'avoir du temps pour écrire. Donc disons que les deux se coordonnent pas mal de ce point de vue-là. Tu es prof dans quelle ville ? Alors je suis professeur à Troyes, à la fois en prépa HEC et en prépa scientifique. Comment on fait pour avoir deux métiers ? En fait, la question du temps est cruciale, et comme je le disais, c'est aussi pour une question de temps que j'avais choisi le métier de prof, puisque c'est un des rares qui laisse un peu de temps théoriquement à côté de l'exercice du métier, puisqu'on s'organise comme on veut pour préparer nos cours. Si on est un peu efficace, on peut dégager du temps, chose que je n'avais pas trouvée en entreprise, où je sentais bien qu'en entreprise ce serait difficile. Donc c'est vraiment un des éléments qui m'a fait devenir professeur. Après, tout dépend des emplois du temps. Quand j'étais en collège-lycée, j'avais des emplois du temps assez aléatoires. Bon, mais il y avait toujours plusieurs demi-journées par semaine qui étaient libres. En tout cas, que j'arrivais à dégager pour l'écriture. Aujourd'hui, j'ai réussi à concentrer la plupart de mes heures sur 2 ou 3 jours, puisqu'en fait, j'habite assez loin du lycée. Je suis à 1h30 de route. J'habite maintenant dans une petite ville en province qui est Épernay. Avant, d'ailleurs, je faisais aussi l'aller-retour Paris-Troyes en train, et les collègues avaient été assez sympathiques pour me réserver un emploi du temps sur 2 ou 3 jours. Donc, ce qui fait que concrètement, j'ai au moins 2 jours par semaine où je travaille à la maison,
Donc je prépare les cours, je corrige les copies, mais j'ai aussi voilà un peu de temps pour écrire. Et j'imagine que tes deux métiers sont un peu entremêlés, c'est ça? Alors effectivement, quand on écrit, tout peut servir à l'écriture. D'ailleurs, mon dernier livre s'appelle Les bons profs. Donc là, pour le coup, mon activité numéro 1 nourrit la deuxième. Donc là, il y a une sorte de fusion des deux. Mais c'est vrai que tout ce qu'on peut vivre peut nourrir ça, oui. Après les vacances aussi, on peut écrire en vacances évidemment. Mais bon, moi je suis plutôt un écrivain du matin ou de la journée. Moi, j'écris rarement le soir. Ou finalement, j'écris un peu comme on va au bureau. On est obligé de s'y mettre sérieusement. Donc, comment dire, mes plages d'écriture ressemblent un peu à des plages de bureau. Même si j'ai beaucoup écrit dans les cafés parisiens quand j'étais à Paris, je passais ma vie dans les cafés. Bon. J'ai un peu changé de ce point de vue-là. Là maintenant, je suis un peu plus ancré dans ma maison. Est-ce que tu peux me raconter le succès professionnel dont tu es le plus fier? Je pense que je peux du coup donner un exemple pour chacune des deux activités. Parce que finalement, comme je mène de front j'ai l'impression de mener de front deux choses. Alors, disons dans l'édition, c'est vrai que la vie d'un écrivain est rythmée par, disons, des sortes de succès successifs. Bon, déjà, il faut réussir à finir un premier livre, après plusieurs, après publier, après avoir un tout petit peu d'écho auprès du public. Donc, il y a vraiment toute une série d'étapes à franchir. Bon. Je pense, moi, que le premier vrai, je vais dire, soulagement, donc c'est un petit succès, c'est le fait de publier chez un éditeur qui est pignon sur rue. Bon, en l'occurrence, c'était Flammarion. Donc, je dirais que mon premier succès en tant qu'auteur, c'est en 2006, quand enfin un éditeur a accepté un de mes textes. En fait, ça faisait des années que j'envoyais des textes, c'était toujours refusé. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui a plu à tout le monde. Donc, en quelques jours, j'ai reçu plusieurs appels de grands éditeurs. C'était pour quel livre en 2006? 2006, c'était un petit roman qui s'appelait Azima la Rouge. D'accord. Qui est d'ailleurs le plus mauvais de tous mes textes, de loin, mais bizarrement, celui-ci, tout d'un coup, 3 ou 4 éditeurs l'ont voulu, et j'ai signé très vite avec Flammarion, même si après, Gallimard m'a contacté quelques jours après, mais c'était trop tard. Non. Mais donc ça, bon, c'est vrai que symboliquement, c'est important. Non. Bien sûr, ouais. C'est un soulagement. Je pense qu'il y a une vraie douleur de beaucoup de gens qui écrivent et qui n'arrivent pas à franchir ce cap-là. Donc c'est un cap symbolique important. Et puis, dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire le fait d'avoir le sentiment de progresser un peu, mon premier livre qui a rencontré un vrai écho, pour le coup, non pas simplement auprès des éditeurs, mais des journalistes et du public, c'est Les Petits Blancs, qui est sorti en 2013. C'est mon premier livre, d'ailleurs, qui est sorti en poche, où là, il y a eu un télé, des radios, pas mal d'articles, chose qui n'avait pas du tout été le cas des précédents, qui était resté confidentiel. Donc là, c'est la première fois où j'ai le sentiment d'être un peu lu, en tout cas hors du cadre des amis et des éditeurs eux-mêmes. Et alors en tant que prof, comme tu le disais, il y a des succès qui sont un peu sonores, qui se voient, et puis d'autres plus secrets. Les succès plus secrets, ça peut être un plus discret, ça peut être simplement le fait de parfois bien s'entendre avec des élèves, il y a une sorte de compréhension mutuelle qui passe. On sent que ce qu'on dit compte pour eux, et nous-mêmes, on est content de voir qu'ils se sentent bien en cours. Donc ça, c'est des petits succès discret du quotidien. Et puis après, moi, une chose qui m'avait fait plaisir, il y a une année où une inspection s'était assez mal passée. Bon, c'est-à-dire que régulièrement, enfin presque tous les 10 ans, il y a un inspecteur qui débarque pour voir un de nos cours. D'accord. Et cette inspection-là, s'était assez mal passée dans le sens où il n'avait pas été convaincu par mon cours. Donc je l'avais mal vécu. Mais quelques semaines après, en fin d'année, la même classe devant laquelle j'avais un peu raté mon cours m'a applaudi en fin d'année. Donc il y a eu une sorte de standing ovation. Et ça m'a fait plaisir parce que je me dis tiens bon la classe m'a apprécié, a pris du plaisir au cours, et ça annulait un peu symboliquement l'échec qu'avait été cette inspection. Tu as cité donc 3 succès, 2 en tant qu'auteur et 1 en tant que prof. Comment as-tu fait pour réussir dans ces 3 différents contextes? Sur quoi tu t'es appuyé? Moi, j'ai entendu de la persévérance quand même quand tu parlais de ta première parution, en fait. La persévérance, globalement, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je me suis souvent dit que je me sentais persévérant et que c'est ça qui me permettait d'obtenir des choses. C'est ce qui me rend parfois assez optimiste. C'est la persévérance, voire l'acharnement. Je me demande si c'est pas quelque chose qui peut payer. Ouais. Donc c'est deux choses, persévérance et acharnement. Voilà. Mais ça suppose un travail le fait d'être capable de le faire, une endurance et puis une régularité dans le travail. Ouais. Donc moi je dirais que du côté édition, j'ai mobilisé, disons, la capacité du bon élève qui était en moi.
j'ai investi dans l'écriture ce que j'avais pu investir avant dans le système scolaire. Bon. Alors souvent, on voit l'écrivain comme quelqu'un qui attend un peu l'inspiration. Il y a un peu de ça, mais dans le fait d'écrire des romans qui sont quand même souvent des textes assez longs et même des essais, il y a du boulot derrière. En fait, j'ai eu un déclic à l'âge de 25 ans. Je sais pas pourquoi ça s'est passé à ce moment-là, mais j'ai réalisé que si je voulais vraiment écrire des livres, il fallait s'y mettre sérieusement. Donc je me suis mis à lire beaucoup plus et à écrire beaucoup plus. D'accord. Disons que je me suis mis au boulot à l'âge de 25 ans. Donc j'ai eu plusieurs années d'écriture quotidienne où je pense que je me suis un peu fait la main. C'est vraiment un travail d'artisan. Là, pour ce coup-là, moi j'ai toujours aimé écrire depuis l'âge de 10 ans, j'ai toujours un peu écrit. Et il y a un moment où je m'y suis mis de manière plus professionnelle. C'est génial de se souvenir de ça, de se dire, tu te souviens que c'était à 25 ans, même si tu te souviens pas du déclic, il y a un truc, quoi. Il y a un tournant, il y a un avant et un après. Ah oui, ça c'est clair. Oui. Disons, il y avait toujours eu le goût de l'écriture, mais il y a eu un tournant, voilà, où là, tout d'un coup, de manière un peu sérieuse, je me suis collé à l'activité, avec presque un effet aussi d'envie de rattraper un peu le temps perdu. Bon. Ouais. En me disant, mince, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Et du coup, je me suis mis à beaucoup lire et beaucoup écrire parce que c'était maintenant que jamais. Ouais, d'accord. Et tu disais que ton essai avait eu un succès qui t'a presque surpris, enfin je l'ai entendu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pas vraiment surpris dans le sens où je sentais que le thème était porteur, qu'il faisait tilt déjà auprès de l'éditeur. Bon. Donc je me doutais qu'il y aurait de l'écho. J'avais peur que l'écho soit uniquement négatif ou d'être catalogué politiquement. Donc j'avais quelques craintes vis-à-vis de l'écho. Donc l'écho a été en fait plutôt positif. Il a été un peu limité par le côté sulfureux du thème. Mais j'avais tellement peur d'être catalogué politiquement disons, dans un bord qui ne me convenait pas que le succès finalement en demi-teinte du livre m'a pas déplu tant que ça, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Ouais. En tout cas, surpris. En tout cas, j'étais content qu'enfin un de mes livres trouve un peu son lectorat. Ouais. Et c'était la première fois d'ailleurs que des gens m'écrivaient. Alors ça pourrait être aussi un signe de succès. C'était la première fois que des gens m'écrivaient vraiment par mail, notamment, ou même par courrier, des lettres où ils disaient je me suis reconnu dans votre livre a, je sais pas si a changé ma vie, mais en gros, votre livre a été un choc, etc. J'avais jamais reçu ça avant. Les lettres que j'ai reçues, c'était à chaque fois des jeunes hommes de milieux défavorisés, voilà, qui disaient vous avez parlé de nous, quoi. Bon. On pensait pas que ça arriverait un jour. Donc c'était vraiment ce déclic-là. Je voudrais juste qu'on creuse le succès dans ta vie de prof, cette reconnaissance en fait que tu as eue de ta classe malgré l'inspection mal passée. C'est vrai que là c'est des choses pour le coup très différentes. Alors c'est un élément dont je parle dans les bons profs. Justement, j'essaie de comprendre ce qui peut faire que chez un prof, les élèves perçoivent des bonnes choses, que le prof soit bien perçu. En l'occurrence, je pense que si le contact était bien passé avec cette classe, c'est que je cherchais, alors plus ou moins consciemment, disons, à accrocher l'attention de la classe par ce que j'appelle moi des petites digressions. C'est-à-dire que quand on parle d'un texte, je me contente pas du tout d'une analyse stylistique ou assez scolaire. Je m'amuse à rendre le texte vivant, soit par une lecture un peu émouvante, soit par des commentaires un peu iconoclastes, ou alors je brode en reliant le texte à d'autres phénomènes culturels plus contemporains. Enfin, donc disons que j'essaie de créer une complicité avec la classe, disons humaine ou un peu drôle ou un peu provocante. Je joue sur des choses qui sont en fait pas vraiment académiques. T'essayes de les surprendre un peu, c'est ça? Oui, par des remarques un peu drôles, quoi. Bon, alors c'est pas. Je pense qu'en fait là, je puise dans un ressort d'ailleurs qui a, pour le coup, un peu le même que dans l'écriture. Moi, les premiers romans que je publiais, c'était des romans qui pouvaient être un peu choquants justement, des romans assez trash. Bon. Donc je pense que j'ai un réflexe assez inconscient d'attirer l'attention d'un public, que ce soit un lectorat ou une classe, par des remarques auxquelles on s'attend pas. Je pense que c'est lié à une histoire personnelle profonde, ancienne. Mais voilà. Et dans le cas de cette classe, le fait que j'étais applaudi en fin de classe, c'est peut-être parce que les élèves s'étaient amusés un peu à mon cours, ou qu'ils trouvaient que ça changeait un peu des cours de français très académiques, où parfois on s'ennuie. Bon. Mais c'est vrai que j'ai ce souci du rythme du cours, ou disons, de l'animer par des choses très, très humaines qui cette fois-ci a peut-être fait mouche. Chose que j'avais pas réussi à mobiliser dans le cadre de l'inspection. Puisque pour le coup, je m'étais rabattu bêtement sur un cours très académique.
et qui avait été perçu comme ennuyeux par l'inspecteur. Donc j'avais bêtement cru qu'en étant académique, je plairais à l'inspecteur, et en fait non. Bon, là, j'ai raté j'ai mal calculé mon coup. Est-ce que tu as vécu d'autres inspections depuis? Non, pour le coup, c'est la dernière en date. D'accord. Les inspections précédentes c'était mieux passé, parce que j'avais sans doute misé sur des choses plus originales. Et là, en fait, j'ai cru qu'en prépa, ils attendaient des choses très académiques. Et j'ai mal estimé les attentes, quoi. Tu nous as parlé de persévérance, d'endurance, de travail aussi. Hein. On se doute bien qu'avoir deux casquettes, c'est quand même pas que des vacances. Tu as parlé de créer la complicité, la surprise. Tu as parlé d'humour aussi. Toutes ces compétences-là ou tous ces traits de ta personnalité-là, tu les avais tout petit. Tu les as appris, tu as eu des mentors qui t'ont inspiré, des profs qui t'ont inspiré peut-être, ou des auteurs, je sais pas. Comment tu les as acquises en fait, ces compétences-là? Alors d'ailleurs, avant de répondre à cette question, parce qu'il y en a une autre qui est sans doute propre aux profs, c'est la patience. Ah. Et la persévérance, le fait, on lâche pas devant l'adversité. Tiens, d'ailleurs, c'est une qualité dont j'ai pas parlé trop dans le livre, mais c'est la patience. Oui. Le fait d'être prêt à répéter 5 fois la même chose, le fait de pas s'impatienter justement si les élèves n'y arrivent pas. Ça va de pair d'ailleurs avec une forme de compréhension ou d'empathie. Et j'ai souvent eu cette remarque de la part des élèves, notamment au collège-lycée, des élèves qui disaient « Ah non, vous êtes patient, monsieur ». C'est-à-dire qu'ils voyaient bien qu'on s'énervait pas, alors même que la classe comprenait pas 10 fois d'affilée le même truc. Là, je pense d'ailleurs que la patience a à voir avec une forme de gentillesse. Le prof est pas là pour juger l'élève, il est là pour répéter jusqu'à ce que ça rentre. Mais tu te mets dans le rythme de l'autre, en fait. Tu respectes sa cadence, en fait. Oui, voilà, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans les discussions, parfois, on parle avec des gens qui nous disent qu'ils auraient pas pu être profs. Et c'est souvent cette qualité-là dont ils disent qu'il manque. Bon. Ils disent, en gros, j'aurais pas pu être prof parce que j'aurais pas eu cette patience. Mais c'est vrai que la patience est peut-être une des qualités primordiales. Et d'ailleurs, en prépa, la patience joue moins parce que pour le coup, il y a des concours qui arrivent, on est pressé par le temps. Donc on fait moins preuve de patience. Là, on brusque un peu plus les élèves. Mais au collège-lycée, ça me paraît indispensable. D'accord. Alors pour le coup, cette qualité-là, je pense que est-ce que je l'ai pas toujours eu? Enfin, je pense que j'ai toujours eu une forme de gentillesse, je crois. Après, ce qui est drôle, c'est que je peux être assez impatient dans la vie quotidienne. J'aime pas perdre mon temps dans la vie quotidienne. Je peux être assez pressé et parfois impatient. En revanche, devant une classe, comme globalement j'ai de l'empathie pour les élèves et j'aime bien je me sens très bienveillant, j'aime bien les élèves, même les cancres ou ceux qui sont au fond de la classe, en général, ils m'amusent. Donc j'ai pas d'impatience vis-à-vis de ces gens-là. Donc c'est marrant comme on peut développer des comportements très différents dans la vie privée et dans la vie professionnelle. Après, s'agissant de la persévérance, ça je crois que je l'ai toujours eu. Enfin, en tant qu'ancien bon élève, j'ai toujours été un bosseur. Ça, je pense que c'est très ancien et c'est lié à la fois à une éducation et à un tempérament qui s'est un peu coulé dans cette éducation-là. Je pense que vraiment ça vient de là. D'accord. C'est bien de le reconnaître parce qu'il y a plein de gens qui refoulent ça, tu vois, ou qui rejettent ça. Le fait d'avoir été bon élève, tu vois, de se dire... Mais alors, je le reconnais, mais dans le livre, j'évoque le fait que ça ne m'a pas forcément rendu très heureux. C'est-à-dire que moi, quand je regarde l'enfant que j'ai été, effectivement très bon élève, qui accepte toutes les consignes, je me dis bon, est-ce que ça en valait la chandelle? Donc je mène aussi toute une réflexion dans le livre sur le fait que les profs doivent se pencher sur les élèves en difficulté parce que c'est leur métier, mais ils doivent pas oublier aussi que les bons élèves sont parfois en souffrance. Un bon élève, c'est aussi un élève qui se tait et qui en oublie parfois de développer sa personnalité. Donc j'ai été bon élève et aujourd'hui j'en tire je pense une capacité de travail qui est là. Après, voilà, en tant que prof, je serais plus mesuré. Je sais pas si j'inciterais tous mes élèves à travailler de manière acharnée. Ça fait combien d'années que tu es prof? Un peu moins de une quinzaine d'années. Un peu moins de 15 ans, une quinzaine d'années. Est-ce que tu as vu ton métier évoluer? J'ai bien compris que tu avais changé de contexte et d'établissement et probablement de classe. C'est vrai que 15 ans, c'est assez court finalement, à l'échelle d'une carrière encore. Bon, disons, un des points que j'ai vu évoluer, c'est la question des violences. Ah oui. D'ailleurs, il y a eu l'affaire Pas de Vague là récemment, en fin 2018. Quand je suis arrivé, moi j'ai clairement eu le sentiment, et d'ailleurs ça m'a inspiré un livre qui est Autoportrait du professeur en territoire difficile, qui est sorti en 2010 chez Gallimard.
il y avait un gros tabou qui était les violences dans les collèges. Et j'ai clairement senti en arrivant dans le métier que c'était complètement sous-évalué par l'administration, qu'on n'était pas du tout formé sur ces questions-là. Mhm. Et il y avait aussi une véritable omerta de la part des journalistes qui disaient en gros il faut pas trop parler de ces choses-là parce que c'est stigmatiser des territoires entiers. Et je pense qu'en 15 ans, ça a un peu évolué ça. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de livres sur le sujet. Les profs en ont parlé. Les partis politiques ont commencé à comprendre que c'était absurde de taire certaines choses. Et puis l'affaire Pas de Vague, là, c'était quand même assez spectaculaire. Tout d'un coup, voilà, des profs d'ailleurs plus jeunes qui tout d'un coup disent non, il faut qu'on parle du fait que les administrations cherchent à étouffer systématiquement ce genre d'affaires. Mhm. Donc disons quoi, voilà, un des trucs que j'ai vu changer, c'est ce verrou-là, ce tabou ou cette injonction à ne pas en parler qui a en partie sauté. Est-ce que ça résout pour autant les choses? Je sais pas. Puis moi j'ai vu avec l'affaire Pas de Vague que les syndicats cherchaient à étouffer, plutôt que de défendre les profs, ils cherchaient à... Ça c'est très net. Bon. Donc tout n'est pas résolu, il y a encore beaucoup de non-dits, mais disons qu'il y a une parole un peu plus franche là-dessus. Je pense que le sentiment d'une dégradation du métier s'est accentué avec le fameux gel du point d'indice qui a toujours pas évolué depuis 2010 et la crise des vocations qui s'approfondit. Donc en fait, les difficultés du métier, me semble-t-il, ont continué à se dégrader. J'aurais un peu la même question sur en tout cas ton vécu de ton métier d'écrivain. Oui. Mais ma question elle est plus, en gros, une fois qu'on est un écrivain publié et connu, qu'est-ce que ça change en fait? Est-ce qu'on te court après? Est-ce qu'il y a un moment où on passe de l'autre côté de la barrière et du coup tout est plus facile ou tout est plus difficile? Je sais pas. Alors déjà, moi je suis dans le cadre d'un succès quand même très modeste. J'ai un livre qui a eu un petit écho avec un peu de télé, un peu de presse, mais ce qui me paraît, moi, assez difficile dans le métier d'écrivain, c'est que c'est jamais acquis. Si on a un livre qui marche une fois, c'est très bien, on est content parce qu'on a franchi un cap symbolique, mais le suivant peut faire un bide. Et puis les chiffres, enfin c'est pas un métier où il y a énormément d'argent, donc le nombre d'écrivains qui en vivent vraiment est faible. Donc est-ce que c'est jamais acquis? Je sais pas. Je pense que c'est le cas d'ailleurs pour tous les artistes. On peut franchir des caps de succès, mais ça devient de plus en plus difficile pour maintenir ce niveau de succès, pour pouvoir l'accentuer. On revient à la persévérance et à l'endurance. Oui, je pense qu'en fait, voilà, si on se relâche, ça retombe assez vite. C'est pas comme certaines professions. Par exemple, prof, une fois qu'on est prof, c'est à vie, a priori. Auteur, non. D'ailleurs, je suis content avec les bons profs de retrouver le chemin de la publication, parce que ça faisait 3 ans que j'ai pas publié. En fait, après Les Petits Blancs, j'ai 2 livres qui ont pas vraiment marché. Donc, le spectre de la non-publication se représentait. Bon. Ah ouais, je comprends. Les bons profs, là, je suis content d'avoir publié. Il suscite déjà un petit écho dans la presse, donc on est assez optimiste là-dessus. Et puis les petits blancs, comme le gilet jaune, a relancé un peu ce genre de thématique. Je suis en train de préparer un nouveau livre. Donc voilà, donc là, ça repart, mais je pense que c'est jamais acquis. Donc la persévérance est plus que jamais d'actualité. Oui. Après, je pense sincèrement que le fait d'avoir eu au moins une fois un écho sur un livre, disons que l'essentiel est acquis. Au moins, on a été lu. Voilà, un livre est sorti un peu de lui-même et a rencontré son public. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et je pense qu'un écrivain qui connaît jamais ça, ça peut créer une forme de souffrance. Oui. Enfin, si vraiment on passe sa vie à écrire et qu'on n'arrive jamais à rentrer en contact avec un public un peu lointain, est-ce que c'est une forme d'échec? Je sais pas. Certains diraient que non, l'essentiel de l'écriture, c'est un rapport de soi à soi. L'essentiel, c'est qu'il y ait quelques lecteurs, je sais pas. Cette question du public n'est pas à négliger quand on écrit. Un peu aussi comme un prof qui parlerait tout seul sur son estrade. Il y a un moment, il faut je pense qu'il se perçoit comme un bon prof s'il y a des retours positifs de la part des élèves. Bon. Tu parlais de complicité avec les élèves. Il y a une complicité avec un lectorat aussi, quoi, avec des oui, voilà, c'est ça, c'est un dialogue en fait. Prend une autre forme. C'est un dialogue. D'ailleurs, l'intérêt d'écrire, c'est quand même, au fond, disons, faire le point sur soi-même, mais aussi susciter un dialogue justement avec quelqu'un. On n'écrit jamais uniquement pour soi. Je pense qu'il y a les deux. Oui. Je dirais ça, le signe du succès, c'est quand ça circule. Quoi. Il y a des réactions, de l'écho, de la part évidemment des journalistes, des médias, mais aussi du lectorat. Et pareil, prof.
un signe de succès, c'est quand nos élèves ont des bons résultats aux examens, au concours, mais aussi quand humainement, voilà, il y a des signes, on reçoit des signes, voilà, qu'il y a du dialogue. Alors c'est pas uniquement monsieur, on vous aime bien, c'est voilà, des échanges dans la classe, à côté de la classe. Tu disais tout à l'heure, en parlant des petits blancs, que tu sentais que tu avais le bon sujet, en gros, que tu étais sur un sujet en vogue, je crois que c'est le mot que tu as utilisé. Ouais. Tu n'as pas parlé de cette compétence-là, mais c'est quand même, c'est quand même une forme de flair, ou de vision, ou de, je ne sais pas, ou de sentir son époque, je ne sais pas. C'est flairer son époque, mais c'est aussi, dans mon cas en tout cas, débusquer des sujets dont personne n'ose parler. Moi, pour les petits blancs, c'était vraiment ça. Alors d'ailleurs, encore une fois, ça m'a été inspiré par des choses que j'ai vues en tant que prof. J'imagine, on le sent bien. Ce qui m'a inspiré les petits blancs, c'est ce que j'ai vu en banlieue. Et j'ai repéré ce personnage-là dont personne parlait, qui était le petit blanc de banlieue. Puisque dans les banlieues, on réduisait ça souvent aux Français d'origine immigrée. Et je me disais, tiens, il y en a un dont on parle jamais. Donc en l'occurrence, c'était moins flairer l'époque que flairer le sujet dont l'époque ne voulait pas. Ce qui est finalement un peu différent. Mais en même temps, le sujet dont on parlerait un jour. Bon. En fait, c'est vraiment flairer la perle rare. Enfin, Et donc, mes livres qui n'ont pas du tout marché, ils devaient être soit un sujet dont on ne parlait pas, soit un sujet dont on n'avait pas envie d'entendre parler, c'est ça. J'ai écrit beaucoup de romans sur les violences faites aux femmes, par exemple. Pourtant, c'est un sujet à la mode, mais le fait que ce soit traité dans le cadre d'un roman, ça n'a pas du tout fait mouche. Je pense qu'en fait, c'est un sujet un peu déplaisant. Bon, et la proportion de gens qui ont envie de lire des romans sur ce thème-là doit être faible. Et puis, pareil, sur les bons profs, j'ai eu vraiment un déclic. J'avais envie d'écrire un nouveau livre sur le métier. Et je me suis dit, tiens, mais j'ai jamais lu, moi, de livre qui expliquait ou qui cherchait à cerner ce que c'était qu'un bon prof. Alors même que l'expression est une expression consacrée. Donc là aussi, je me suis dit, tiens, tilt, il y a matière à écrire quelque chose qui aura peut-être de l'écho. Je pense pas que ce soit des coups. Si on se contente de vouloir faire un coup, ça porte pas. Il faut quand même que ça soit en harmonie avec des choses qu'on ressent profondément. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui tout d'un coup rencontre ou croise un sujet qui peut porter. Si on s'intéresse maintenant aux compétences comportementales que tu valorises toi chez les autres. Alors j'imagine que en tant que prof et en tant qu'écrivain, tu ne choisis pas vraiment avec qui tu travailles, mais enfin tu travailles quand même avec plein de gens. Tu as plein de collègues et tu en parlais tout à l'heure. Chez tous ces gens que tu côtoies dans ta vie professionnelle, est-ce qu'il y a des compétences particulières ou des comportements particuliers que tu valorises? Quand on est prof, finalement, il y a deux types de collègues, entre guillemets. Il y a les élèves, finalement, avec qui on travaille. L'essentiel de nos cours, on est face à des élèves. Donc, notre matière première, ce sont les élèves. Puis c'est vrai qu'il y a l'autre type de rapport qui est les collègues. Et puis il y en a un troisième, je pense, qui est la hiérarchie. En tant que prof, on est soumis à une hiérarchie. Donc c'est trois choses vraiment très différentes. Le prof, alors la première catégorie, le prof des élèves. En fait, moi je vois deux choses. Il y a des choses qu'on attend d'un point de vue académique, parce que les élèves, on les note, on les prépare à un examen. Donc a priori, ce qu'un prof attend, c'est du sérieux, du travail, éventuellement de la participation en classe. Et c'est finalement assez distinct de choses qu'on peut attendre un peu plus d'un point de vue humain. C'est-à-dire que moi, ma sympathie va pas forcément vis-à-vis des élèves les plus sérieux, qui sont pas toujours les plus sympathiques. Il peut y avoir aussi des élèves très stressés qui sont du coup parfois de mauvaise foi vis-à-vis du prof parce qu'ils vont lui reprocher des choses. Donc le prof n'appréciera pas forcément, on l'a toujours remis en cause par des élèves qui sont stressés et qui n'assument pas leurs propres manquements. En revanche, moi j'ai toujours beaucoup de sympathie pour, c'est bête, mais les élèves sympathiques justement, souriants, mais qui sont pas toujours les plus travailleurs. Donc il y a vraiment deux choses différentes. Alors il y a aussi autre chose. Un prof est très reconnaissant aux élèves qui participent en classe. Parce que pour animer, pour que l'heure se passe agréablement, il faut qu'il y ait un minimum de dialogue entre le prof et la classe. Et donc les quelques élèves qui ont le courage ou la compétence justement d'intervenir, de lever la main et de faire des remarques, ils seront toujours appréciés du prof. Et c'est vrai qu'on apprécie ces élèves-là. Même si, en général, ce sont des élèves qui sont parfois moins bons à l'écrit. Justement, ils compensent un peu leurs limites à l'écrit en participant à l'oral. Mais c'est vrai que je pense que la plupart des collègues sont dans mon cas. C'est-à-dire qu'on aime que certains, dans la classe, si c'est pas tous, prennent la parole pour dire ce qu'ils pensent et répondre à certaines questions.
Enfin, entre dans ton dialogue. Tu parlais de dialogue tout à l'heure, Voilà, c'est avec lui répondant, quoi. Entre dans le dialogue, oui, c'est vrai. Et chez tes collègues et ta hiérarchie? Alors le rapport avec les collègues, on est forcément amené à travailler puisqu'on forme des équipes. Bon, il y a des équipes par discipline, mais en prépa c'est surtout des équipes par niveau. C'est-à-dire qu'on forme l'équipe des profs de prépa. D'accord. Donc là je pense que là on retrouve des rapports qui sont plus proches de ceux de l'entreprise. Alors comment décrire ce rapport-là? En fait, je pense qu'encore une fois, il y a la dimension proprement professionnelle, c'est-à-dire d'efficacité, de sérieux au travail. Et puis il y a la dimension plus humaine qui est l'empathie, les sourires, le côté agréable. Moi, je fais partie de ces gens qui ont tendance à peu exiger de ses collègues qu'ils soient très bons dans leur boulot. Moi, j'aurais plaisir à fréquenter des collègues parce qu'ils tout simplement ils sont sympas. Mais je sais que certains profs attendent de leurs collègues qu'ils soient bons, sérieux, qu'ils soient là à l'heure, qu'ils fournissent un travail efficace. Donc, je pense qu'on est tous très différents dans ce qu'on attend des collègues. Parfois, il m'est arrivé de sentir, d'ailleurs, ça m'est arrivé de mal le vivre, de sentir un jugement de la part des collègues. Il y a une pression, ce que j'appelle une pression horizontale, c'est-à-dire entre collègues, on est tous là à se jauger un peu, à s'estimer. Mmh. Et d'ailleurs, c'est très présent en prépa, parce qu'en prépa, en fin d'année, il y a une chose assez terrible qui est un tableau avec les notes de tous les élèves dans toutes les matières. Et donc tous les profs font leur moyenne. Ils font la moyenne de ce que les élèves ont obtenu dans leur matière. Et il y a des réputations comme ça qui se créent. Genre lui, il a telle moyenne au concours, lui, tel autre. Et ça, je trouve ça assez terrifiant. Donc on est obligé d'essayer de répondre à cette pression-là. Parce que sinon, on passe pour un prof trop mauvais, c'est dur à vivre. Mais moi, j'aurais pas l'idée de faire sentir à un autre prof que je le trouve pas bon. Ça me viendrait même pas à l'idée. Voilà, donc dans mes rapports entre collègues, moi j'attends surtout de la sympathie, de la chaleur humaine et le fait qu'on se serre un peu les coudes face à un métier qui est pas toujours facile. Et avec ta hiérarchie pour finir? Hiérarchie, en général, moi j'ai des bons rapports avec les hiérarchies immédiates qui sont les proviseurs, par exemple. Ouais. À partir du moment où on est sérieux et cordial, en général tout se passe bien. Mais alors, je trouve que dans le métier de prof, ce qui est frappant, c'est qu'on est très peu suivi. On est finalement très libre face à la classe. Alors c'est une chance parce que du coup, franchement, on exerce le métier comme on veut. On est très très peu, par la force des choses, très peu observé. Ouais. Et en même temps, parfois, on peut se sentir du coup pas un peu seul, mais on peut être effaré par le fait que justement il y ait très peu d'évaluation ou même de soutien. Du coup, l'inspection, qui est finalement très rare, peut paraître un peu déconnectée du terrain, de la réalité. Et qu'est-ce qui t'effare en fait? C'est le fait de quoi? D'avoir le sort de tous ces élèves entre tes mains quelque part? C'est un peu ça? C'est l'impact que tu peux avoir? Ah oui, mais ça à la rigueur, c'est l'aspect positif du métier, c'est on a une vraie responsabilité et puis d'ailleurs tous les profs, je pense que la plupart des profs considèrent que la beauté du métier réside essentiellement dans ce rapport aux élèves. Ouais. C'est ça qui fait qu'on va au boulot le matin, pas du tout notre rapport à la hiérarchie justement qui est très lointaine. En fait, tant qu'il n'y a pas de vague, on nous laisse tout seuls face à la classe. Ouais. Du coup, voilà, le fait quelqu'un débarque une fois tous les 10 ans et nous juge sur une heure, c'est ça qui est effarant. Il y a presque un côté comédie humaine. Ouais, je comprends. C'est ça, voilà, que je trouve un peu effarant. Et du coup, quand l'inspection se passe bien, on est content, même si on trouve que c'est tout ça très artificiel. Et quand elle se passe mal, ça prend. Je pense que il y a l'équivalent évidemment en entreprise. Quand une inspection qui dure 1 heure, alors qu'elle est censée évaluer 10 ans de boulot, se passe mal, il y a un côté révoltant. Je pense qu'il y a un manque de, je sais pas comment on appelle ça dans l'entreprise, de gestion des ressources humaines, une défaillance profonde à ce niveau-là. Est-ce que d'ailleurs, je pense que c'est pas un acte manqué du système qui a peur de se rendre compte de la réalité du métier? Je me demande s'il y a un peu de ça aussi. Autre question, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours professionnel? Oui, alors ça c'est une bonne question. Alors moi j'ai été formé au tout début des années 2000.
j'ai commencé à travailler assez tard. Et donc, j'ai été formé à une époque où les instituts s'appelaient les IUFM. Oui. Ça s'est disparu assez récemment. Mm-hmm. Donc, en gros, on passait le concours, donc en l'occurrence CAPES ou AGREG. Donc, en gros, Bac+5, on passe le concours. Et une fois qu'on a le concours, on passait 1 an à l'IUFM, c'est-à-dire on alternait des cours devant des classes et puis des petites journées de formation. Voilà. Aujourd'hui, ça s'appelle plus IUFM, mais globalement, ça reste un peu la même chose. On alterne entre des cours et puis des sortes de stages. D'ailleurs, la première année, ça s'appelle le stage. Et j'avoue que j'ai pas appris grand-chose. C'est-à-dire que les formateurs étaient très sympathiques, mais c'était un peu le règne de la pédagogie, où on laissait les gens apprendre eux-mêmes le métier sans leur apporter des compétences, des connaissances. Et je pense qu'on a notamment manqué, moi je trouve qu'il faudra absolument que les profs soient formés sur la psychologie des ados, qu'il y ait des formations, je sais pas, sur même donc la gestion de classe forcément, mais aussi la question de l'autorité, et puis aussi la compréhension de l'adolescent. Je pense que ça, encore une fois, ça a un peu évolué. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de choses à ce niveau-là. Mais moi, l'année de stage que j'ai vécue, par ailleurs, elle n'était pas désagréable. Mais après coup, je me suis dit, c'est quand même étonnant qu'ils nous aient pas appris à être attentifs aux élèves en difficulté, être attentifs aux phénomènes de violence, de harcèlement. Et là, il y avait un manque cruel. En fait, oui, l'agrégation, c'est un diplôme qui sert à valider des compétences académiques. Genre, on est recruté parce qu'on est bon en français, mais pas du tout parce qu'on est bon pour comprendre les élèves. Tu parlais de l'autorité, effectivement, qui est encore autre chose. Il y a effectivement la compréhension de la psychologie, et puis il y a comment on s'impose en fait devant une classe. J'imagine que ça, je ne sais pas si ça s'apprend à l'école. Oui, voilà. En fait, c'est aussi la difficulté. C'est est-ce que le métier peut s'apprendre a priori. D'ailleurs, c'est une scène que je raconte dans mes 2 livres d'ailleurs sur l'éducation. C'est que je me souviens précisément le premier jour où j'allais découvrir une classe. Donc c'était pendant mon stage, je ne savais pas à l'instant T si 5 minutes plus tard je serais bon devant les élèves. Alors même que j'ai déjà passé l'agrégation. Et après l'heure en question, je me suis dit que c'était acquis. L'heure était passée, c'était bien passé, j'avais pris du plaisir à enseigner, les élèves avaient eu l'air d'être à l'écoute. Donc vraiment, il y a eu un basculement. Voilà. Avant le premier cours, j'avais aucune idée de comment ça se passerait. Et juste après, je me suis dit, c'est bon, j'aime bien le métier. Et globalement, j'ai compris comment ça fonctionnait. Ouf, je reste. C'est ça. Voilà, en gros, mais c'était vraiment ça. Ouf, voilà. J'aurais été incapable de dire 1 heure avant si ça allait bien se passer. Tout ça pour dire que l'autorité, en fait, déjà, on la constate. Je pense qu'il y a des gens qui ont une autorité naturelle. Le débit de voix, c'est des postures humaines aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a quand même... des choses qui sont là dans notre personnalité, et puis après malgré tout ça peut se travailler, on peut progresser à partir d'une base plus ou moins forte, on peut progresser. Je pense que j'ai un peu plus d'autorité aujourd'hui qu'il y a 15 ans, et d'ailleurs je pense pas avoir une personnalité autoritaire. Moi j'ai jamais été autoritaire, mais malgré tout, si on veut tenir une classe, il faut savoir, il y a des choses à apprendre pour ça. Et j'ai bien compris que tu n'avais pas été formé avant de devenir prof. Est-ce que depuis vous avez un accompagnement quelconque sur le sujet, ou c'est sur le tas que ça se fait? Alors, on apprend beaucoup par nous-mêmes et en discutant avec les collègues. Je pense que la première source de formation, c'est nous-mêmes, c'est l'expérience. Après, oui, en fait, il y a pas mal de formations qui sont proposées. Ça a toujours été le cas, mais je pense que maintenant, il y a une prise de conscience. Donc, régulièrement, on peut faire des formations. On a tous en tête, enfin moi je sais que j'ai en tête le nom d'une personne qui m'a marqué, voire impressionné dans mon parcours professionnel. Tu as peut-être une ou plusieurs personnes en tête toi aussi, sans forcément nous donner son nom ou leur nom. Si c'est le cas, est-ce que tu peux me dire en quoi cette personne ou ces personnes qui ont surgi dans ta mémoire sont mémorables? Effectivement, je pense qu'en tant qu'élève, on a tous des profs qui nous ont marqués. Mais je trouve que c'est pour des raisons à chaque fois très très différentes. Alors il y a évidemment, moi, il y a un prof de littérature qui m'avait marqué parce que c'était un bon prof dans le sens vraiment l'apport de contenu. Son cours n'était pas fondé sur le dialogue, c'était il balançait des commentaires composés sur des textes et c'était assez brillant. Donc c'était très adapté à nous, mais c'était aussi d'un bon niveau académique. Donc moi qui étais un bon élève et qui aimais la littérature, je me régalais à son cours pour ça. Alors c'est pas très politiquement correct de le dire puisque on
on est à une époque qui est encore à dire que les cours magistraux, c'est pas bon. Bon. Mais moi, ce prof-là m'a marqué pour la qualité du contenu pur qu'il nous apportait. Il était par ailleurs bon pédagogue, mais il était dans un enseignement très classique d'apport de contenu. Après, en revanche, il y a d'autres profs qui peuvent nous marquer, non pas parce qu'on aime leur matière ou disons le fond de leur cours, mais parce qu'ils nous paraissent bienveillants, sympathiques, sérieux. On a l'impression qu'ils se consacrent un peu à leurs élèves. Donc ça, on a l'impression que le métier est un sacerdoce pour eux. Ouais. Et ça, je pense qu'instinctivement, on respecte un prof qui est là pour nous. Quand bien même, il serait pas forcément très bon, mais un prof qui est là pour nous, qui cherche à nous faire réussir, qui est sérieux ou souriant, je pense qu'il y a un mouvement d'attachement instinctif. Et puis, une troisième figure, moi, qui m'a marqué, mais c'est plus après à la fac, les profs qui m'impressionnaient, c'était ceux qui paraissaient faire corps avec leur sujet. C'est-à-dire, par exemple, un prof de philo dont la spécialité était Nietzsche, une fois m'avait frappé, ou un prof de lettres à Normal Sup pour préparer la grecque qui parlait de Mallarmé et qui passait 1 heure à réciter son cours. Là, c'était très impressionnant. Parce qu'il avait l'air, c'est des gens qui avaient l'air complètement transcendés par leur sujet. Ils étaient bons, mais parce que, je sais pas si c'est du théâtre, mais sur l'estrade, voilà, ils incarnaient quelque chose d'assez sublime. Ouais. On a l'impression que c'était la connaissance qui parlait par leur bouche ou la philo même. Bon. Donc ça, c'est des profs assez impressionnants de ce point de vue. Et puis il y a une figure pour moi assez mythologique du prof, mais on voit ça plus dans les films, du prof qui enseigne la vie. Je pense au Cercle des poètes disparus, par exemple. Sûr. On pense tous à ça. Ouais. On pense tous à lui. Bon, et pourquoi il nous fait rêver? Parce qu'il arrive, il enseigne pas simplement les maths ou la philo, il apprend aux élèves la vie, quelques principes, et il leur apprend à vivre. Alors, c'est un idéal qui est à la fois génial et fantasmatique. D'ailleurs, le film finit par le suicide d'un élève. Un peu comme si le film nous suggérait l'idée que ce prof-là n'existera jamais. Qu'en fait, c'est impossible. Un prof ne pourra jamais enseigner la vie pure, ou alors il y a un côté incandescent qui sort complètement du cadre d'éducation nationale. Mais je pense malgré tout que les profs qui, en fin de compte, sont aimés des élèves ou qui nous font rêver, c'est qu'ils nous apportent des petites choses qui relèvent de l'enseignement de la vie, oui. Il laisse une trace qui est autre que le contenu qu'il délivre, quoi. Ah oui, c'est clair. D'ailleurs, il y a un autre film qui est beaucoup moins connu qui s'appelle Les Anges au point serré, où on voit un prof c'est avec Sidney Poitier, un film des années 60, je crois. Un prof afro-américain qui débarque dans une banlieue blanche pauvre anglaise. Et au début, le public est très difficile. Et il réussit à retourner la classe et à faire en sorte que la classe l'aime, mais parce qu'il leur parle de tout sauf de maths. C'est un prof de maths. Il leur parle de cuisine, il leur parle de sport, il leur parle de sens de la vie. Et les élèves sont subjugués par ce prof qui leur apprend la vie, en fait. Et le film est assez drôle là-dessus, c'est comme un peu le Cercle des poètes disparus, sauf que ça finit bien. Voilà, le prof a conquis les élèves en incarnant une figure de sage un peu, mais de sage qui a vécu, vraiment. Alors justement, c'est une super transition pour la question qui suit. J'imagine qu'en enseignant en prépa, tu es amené à conseiller, à donner des conseils à des jeunes qui sont pas très loin d'entrer sur le marché du travail, en tout cas qui y pensent. Qu'est-ce que tu leur dis? Sur cette question-là, alors c'est vrai qu'il y a pas mal des élèves parfois qui s'étonnent que j'ai pu faire HEC et que je sois devenu prof. Mais c'est pas très courant, j'imagine. Oui, c'est pas très courant et surtout eux sont surpris parce que pour eux HEC ça permet des très belles carrières et des beaux salaires, et prof c'est un peu l'inverse, une carrière un peu tristoune et des salaires en berne. Donc ça les intrigue beaucoup. Et je me rappelle d'ailleurs que quand j'étais en prépa, j'ai fait prépa HEC, j'avais été voir le directeur des études pour lui dire: écoutez monsieur, j'ai un doute, en fait je sens bien que j'aurais dû faire Cagne, j'aimerais faire Cagne. Et il m'avait clairement dit non. Il m'avait dit non, vous êtes là, HEC ça va être très bien pour vous. Et après coup, je lui en veux un peu, je me dis bon, il parlait en son nom, en fait, lui ça l'arrangeait bien que je reste parce qu'il savait que j'aurais une bonne école. Il a pas du tout cherché à être sympa avec moi. Bon, alors c'est vrai que maintenant quand les élèves ont des doutes sur leur filière, je leur délivre un message en 2 temps. Je leur dis bon, en tant que prof, je vous conseillerais plutôt de continuer de travailler parce que persévérer. Voilà, de persévérer justement. Après, si l'expérience m'a montré que quand on a un goût profond pour autre chose, il vaut mieux parfois, enfin si on est sûr de son coup, parfois tenter sa chance dans des voies moins prestigieuses apparemment, et
mais qui nous correspondent mieux. Bon, il faut se connaître un peu soi-même. Ouais. Donc souvent, ça m'arrive de donner des conseils là-dessus. D'accord. Et après, deuxième chose, en tant que prof de culture générale en prépa, c'est moi qui suis chargé de les préparer aux entretiens, justement. Les grands entretiens pour les écoles, mais finalement, je les forme aussi à la notion d'entretien pour l'entreprise. Donc je passe une partie conséquente de l'année à les former à ça. Parler de soi-même, se mettre en valeur, parler de ses envies, de ses passions, de ses projets. Donc en fait, voilà, mon métier consiste en grande partie aujourd'hui à préparer les étudiants à se vendre sur le marché du travail et à assumer aussi une partie de ce qu'ils sont eux-mêmes. Chose auxquelles les prépare pas du tout le système français actuel. On est dans un système assez répressif finalement, où l'expression de soi est rare. Et moi, au contraire, je leur apprends à parler d'eux-mêmes. En tout cas, l'expression de soi est rare à ces âges-là, quoi. C'est sûr que le système l'autorise pas trop. Jusqu'à tes 25 ans, voilà, tu revenais à tes 25 ans, c'est ça, hein, tu vois. C'est peut-être l'âge fatidique où on devient enfin soi, tu vois, voilà, on l'a trouvé. Peut-être, On a beaucoup parlé de compétences comportementales, de soft skills dans notre entretien. Quelle serait ta définition, toi, du sujet ? Alors, il y a une notion, d'ailleurs, je sais plus où je l'ai entendue, une expression qui parle de savoir-être. Ouais. Est-ce que les soft skills, c'est pas un peu ça, le savoir-être, c'est-à-dire au-delà des simples compétences un peu techniques, c'est la capacité à échanger, à se mouvoir en société, à comprendre. Ah oui, non, voilà, ça me revient. Il y a certains BTS où ils notent le savoir-être, c'est le simple fait d'arriver à l'heure, d'être souriant. D'accord, okay. Donc peut-être que je parlerai de ça. C'est pour moi, c'est peut-être hors des compétences techniques, tout ce qui humainement permet de se mouvoir en société. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de tes parcours professionnels, puisqu'il y en a plusieurs ? C'est peut-être avoir l'énergie et l'envie de continuer dans ces voies-là. Énergie et envie, parce que pour être prof, il faut pas mal d'énergie. Ouais, j'imagine. Et ça m'arrive quand même de voir des gens qui, l'âge un peu venant, perdent un peu cette énergie. Donc je pense qu'il y a comme c'est un métier qui est long et assez répétitif, puisque globalement on fait un peu toujours la même chose, la notion d'envie et d'énergie peut se perdre de vue. Okay. Et puis dans l'édition, moi je pense que j'aurai toujours l'envie, toujours l'énergie d'écrire. Après, c'est peut-être un peu de chance pour quelques titres, tu vois, qui percent un peu. Ça, ce qui me rendrait heureux, c'est qu'il y ait après Les Petits Blancs, qu'il y ait quelques autres livres qui rencontrent leur public. Voilà. D'accord. Et ça, je pense qu'il y a une part de chance et d'opportunité qui est non négligeable. Est-ce qu'il y a autre chose que notre conversation t'inspire et qu'on n'aurait pas abordé ? Peut-être finir sur le fait que les bons profs, moi j'essaie de cerner ce qu'est un bon prof, et que il y avait deux dimensions qui me paraissaient se dégager, et ça rejoint des choses qu'on a pu dire. Je considère que le prof aujourd'hui doit être efficace, dans le sens où on est dans un système scolaire où tout le monde a l'angoisse un peu des diplômes, donc il faut que le prof soit efficace. Mais que pour compenser cette aridité un peu, parce que si le métier se réduisait à ce côté très technique, il faut qu'il soit compensé par ce que j'appelle l'humanité ou le charisme du prof. D'accord. Et là, on tombe peut-être justement dans les soft skills. Donc pour moi, le sens du métier s'organise autour de ces deux pôles. Voilà. Efficacité et puis des compétences peut-être plus humaines, plus douces, qui rendraient la figure du prof humaine. Je te remercie infiniment pour ton temps. Non, merci. Non, mais c'est intéressant. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.